Mesdames et messieurs, voici TB égale Fang, PDG de Brand Leadership Group. Bonjour, je suis ravi que tout le monde soit réveillé aussitôt. J'ai sur le panel avec moi ce matin Michel Harrison, PDG, gouvernement et secteur public WPP Group. Bonjour. J'ai également Adiat Dissou, fondateur et PDG de Adire et directrice Africa Fashion Council. Et j'ai mon frère nigérien Jacob Wood de Golden Gate. Donc, bienvenue à vous. Donc, on parle de quelque chose de très important, de très exaltant ce matin. C'est comment transformer la marque africaine. C'est vraiment le thème central de la conférence, en fait, je crois, aujourd'hui. Mais je vais commencer avec une question très rapide que je vais poser à ma sœur Adiat. Adiat, vous êtes ghanéenne, nigérienne, vous êtes basée à New York, donc vraiment vous êtes une africaine mondiale, on peut le dire. Donc, vous avez vraiment une initiative intéressante. C'est la semaine de la mode africaine. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que c'est les plus grandes marques, particulièrement qui existent dans l'Afrique de l'Ouest, c'est Blisco. Flisco, donc ce que je comprends, ça vient du Pays-Bas. Ça vient des Pays-Bas. Et pourquoi est-ce que les Africains aujourd'hui, pourquoi n'ont-ils pas pu s'exprimer avec leur propre identité? Alors, la difficulté pour beaucoup de marques qui émergent en Afrique, que ce soit en textile ou ailleurs, quel que soit le secteur, c'est la capacité de pouvoir d'établir sa crédibilité parmi ses pairs et la capacité pour ses pairs de reconnaître ces marques comme étant crédibles. C'est une question sociologique dont nous devons nous occuper, mais une des choses que je peux affirmer pour les marques africaines émergentes, celles qui luttent contre les Velesco, dans quelques marques que ce soit, dans quelques secteurs que ce soit, c'est que une des choses élémentaires pour chaque marque, c'est son histoire et le positionnement de son histoire sur le plan mondial et qui sont donc en compétition avec des marques qui sont établies. Donc c'est pas toujours se comparer, mais avoir une meilleure qualité que ces marques qui sont établies. Donc, quand on parle des marques africaines indigènes, il est essentiel pour ces marques de bien comprendre le pouvoir et la puissance de leur histoire et le pouvoir et la puissance de la qualité. Et ensuite, il faut trouver les capitaux, il faut trouver les fonds. Et un des grands problèmes auxquels beaucoup de marques africaines se confrontent, c'est la capacité de chercher ces investissements. Je crois qu'au point de vue positionnement, il n'y a pas vraiment ces deux problèmes-là. C'est avoir les ressources elles-mêmes. Oui, donc on va y revenir à ça. Merci beaucoup. Mais j'aimerais aussi présenter le ministre des Affaires étrangères du Louis Mushikawaba de Rwanda. Donc, bonjour à vous, ministre, Madame la ministre. Oui, je crois qu'il est important, prenez le temps de vous installer. Et nous avons deux premiers ministres et présidents du Gabon et du Rwanda. Donc, votre président était là. Et une des choses qu'il a dites, c'est que les Africains, en tant qu'Africains, nous devons tous travailler ensemble, travailler de concert, parce que individuellement, nous ne serons pas capables nous n'allons pas réussir. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça quand on pense à l'Afrique, il y a 54 nations qui ont toutes leurs propres législations. Comment est-ce que nous allons réussir? Comment est-ce que nous allons pouvoir contrôler les histoires des pays africains? Merci. Je crois qu'on n'a pas le choix, en fait. C'est ça la réponse, c'est toute simple. Tout d'abord, si on regarde la marque de l'Afrique et les descriptions qui se font de l'Afrique, c'est un package. Une personne ne regarde vraiment les 54 nations et prend voilà, ce pays-là, ça de bien, ce pays-là. Tout le monde considère l'Afrique comme un package. Dans l'esprit de tant de personnes au travers du monde, c'est
un continent d'opportunités, certes, mais un continent qui est très problématique. Donc, de notre côté, il nous faut vraiment nous réunir et commencer à démystifier tout cela. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de comment nous allons y arriver, c'est une question de à quelle échéance. Il faut le faire vraiment rapidement. Et quand est-ce qu'on va le mettre ça en place? Oui, donc merci. Le Rwanda donc, a connu une transformation extraordinaire au cours des 20 dernières années. Et ma fascination à moi, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôtel. J'ai dit, est-ce que vous êtes un Hutu, un Tutsi? Il m'a dit, je suis du Rwanda. Quelle leçon, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce que le Rwanda était capable de faire et comme au Rwanda, tous les Africains parlent d'une voix collective. Et c'est l'exemple que vous avez cité, c'est vraiment une excellente opportunité pour moi de dire une chose ici. Cette division tribale dans mon pays est venue de la Belgique, du colonisateur. Les colonisateurs sont arrivés au Rwanda et ont décidé qu'il allait diviser notre société en termes d'appartenance tribale. Nos différences étaient basées sur nos situations socio-économiques. Donc, ce qui est arrivé au travers de l'histoire, de notre histoire à nous, c'est que cette division, qui n'était pas une division, qui n'existait pas au départ, c'était simplement des différences au sein de notre société, a terminé par vraiment faire du mal à notre pays. Donc, nous avons décidé, il y a 20 ans maintenant, après le génocide, que nous n'allions pas, en tant que nation, nous n'allions plus être déterminés ou divisés par quelqu'un d'autre. Pourtant, quand vous lisez toujours aujourd'hui quoi que ce soit sur le Rwanda, quand les gens nous parlent, comme vous l'avez dit, est-ce que vous êtes Hutu, est-ce que vous êtes Tutsi? Si vous dites je suis Rwandais, ils ouvrent des grands yeux, ils vous regardent de manière méfiante. C'est comme si vous ne pouvez pas vous définir vous-même. On a l'impression que les gens se disent, nous, on va vous définir qui vous êtes. Mais nous, en tant que nation, nous avons pris notre unité très au sérieux. Et malgré cela, nous trouvons que les gens qui ne sont pas rwandais, en particulier ceux qui regardent encore en arrière, que cette division, au final, a failli tuer, a failli détruire notre pays. Ces gens-là, beaucoup de gens veulent encore nous ramener vers l'arrière dans le passé. Donc, en termes de marque, si on parle de marque, si vous regardez le pays plutôt que le continent, au niveau de notre pays, nous devons dire, affirmer qui nous sommes, ce que nous voulons, comment nous voulons arriver là où nous voulons aller. Donc, il faut prendre le contrôle de notre histoire et de notre identité nous-mêmes. C'est ça que vous dites, absolument. Il nous faut raconter notre histoire et il nous faut travailler de manière agressive pour le faire. Et il ne faut pas, on ne doit pas se bercer d'illusions, ça ne va pas être facile, mais c'est là que nous devons commencer. Ça ne me dérange pas que les autres racontent notre histoire, mais nous sommes souvent absents dans ces histoires en tant qu'Africains. Donc, Jacob, une chose qui me fascine, vous êtes chinois, mais en 1990, en 2012, il y a 200 millions de Chinois en Afrique, de 53 des 54 pays. Et quand je vous ai parlé, vous m'avez dit, je suis nigérien. Donc, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer des Chinois, de la manière dont ils ont été capables et qu'ils ont réussi à s'immiscer, à faire partie de l'histoire africaine? Donc, ça, c'est une chose. Mais l'autre question que je voudrais poser, c'est aussi comment est-ce que nous pouvons éviter, en tant qu'Africains, que l'on devienne Chinois en Afrique nous-mêmes? Oui, je ressemble à un Chinois, c'est vrai, mais en fait, je suis nigérien. Je suis au Nigeria depuis près de 40 ans. Mais les investissements aux Chinois sont très importants. Tout d'abord, je suis tout à fait d'accord avec Madame. Il nous faut raconter notre propre histoire pour l'Afrique. Les gens connaissent le Nigeria. Donc, nous, dans les provinces, il y a la photo qu'on connaît.
Donc, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qui se passe? Il y a ces 200 filles, là, on a vu ces photos. Qu'est-ce qui se passe avec ces 200 filles? Donc, ce qu'elles veulent, c'est l'éducation. Ce qu'on veut, c'est l'éducation. Mais c'est comme ça qu'il faut aller de l'avant en Afrique. C'est par l'éducation. Il nous faut raconter notre propre histoire. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Oui. Donc, vous connaissez bien la Chine et vous connaissez bien l'Afrique. Donc, ce que vous dites, c'est que nous ne devons pas avoir peur. Oui, vous savez, moi, j'étais avant un business angel et dans un petit village. Donc, il y a des personnes ici, Chinois, vous avez l'air en pleine forme. Et vous êtes l'Afrique, c'est vraiment un endroit superbe pour être chinois. Tout le monde est heureux en Afrique. Donc, vous vous souvenez, en 2008, il y avait une personne de Jamaïque. Et qu'est-ce qu'il mangeait quand il mangeait des yams? Il mangeait de la nourriture africaine. Donc, il y a des changements au point de vue de la nourriture. Vous parlez de nourriture, vous parlez de l'Afrique, c'est super. Et donc maintenant, je vais passer à Michel. Donc, si vous regardez la marque africaine, parmi les 100 marques les plus connues, 63% des marques les plus reconnues et qui ont le plus de valeur en Afrique, 63% ne sont pas africaines. Donc, 26% sont du Nigeria, 62% d'Afrique du Sud et 2% du Kenya. Et il y a une seule marque africaine qui est NTN dans les 100 meilleures marques. Qu'est-ce que les marques africaines ne font pas ou qu'est-ce qu'elles devraient faire pour qu'on les entende au point de vue mondial? Et la deuxième question que j'aimerais lier à ça, c'est est-ce qu'on doit vraiment se donner le mal? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille chercher à être global ou est-ce qu'on doit rester en Afrique? Parce que ça fait 2 jours maintenant que je suis au Gabon, je mange, je bois et je dors français. Donc, alors, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier de nous avoir invités ici en tant que WPP parce que nous sommes vraiment très ravis de former une alliance avec Athias Associates. Donc, quand on parle de marque et de la marque du tableau de marque, ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que ce que Brandsy fait, c'est que ça regarde l'histoire des marques, parce que les marques, il faut longtemps pour les construire, et cette histoire doit durer sur le long terme. Donc, ce que Brandsy fait, ça met en place sa position maintenant, et ça reflète les 20-30 dernières années de tous les investissements qui ont été faits pendant les 20-30 dernières années. Donc maintenant, il y a une marque africaine qui fait partie des 100 plus grandes marques mondiales. Donc, c'est le début d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie. Et donc, il faut qu'on reconnaisse maintenant au travers du monde, si on regarde ce qu'on fait en Asie, en Chine en particulier, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail qui est fait sur les marques locales qui grandissent et qui commencent à exporter globalement. Donc, il me semble à moi que quand on regarde vers l'avenir, les opportunités sont très significatives pour l'Afrique. Et pourtant, néanmoins, la marque et faire grandir les marques, il faut vraiment beaucoup de choses. Il faut une vision, tout d'abord. Il faut une histoire, on en a parlé, et il faut énormément de travail pour que les marques puissent accéder à leur public. Donc le futur pour les marques dépend du niveau auquel ils arrivent à être gérés et qu'il y ait des investissements qui soient faits dans ces marques. Est-ce que nous investissons dans la marque Afrique? Donc vous venez de l'extérieur et vous revenez maintenant au Nigeria. Que pensez-vous de l'histoire africaine? Est-ce qu'on commence à en entendre parler ailleurs dans le monde? Est-ce que les gens aiment l'Afrique ailleurs? Donc, moi, j'ai l'impression... Jacob, excusez-moi, j'ai posé la question à Diat. Excusez-moi, vous reparlerez, mais pour l'instant, je pose la question à Diat. Je reviendrai. Je reviendrai à vous. Alors, Diat, notre capacité à trouver des investisseurs et attirer les investisseurs va être basée sur ce que disait ma sœur ici.
ça va être basé principalement sur la durabilité de notre histoire. Il faut du temps pour développer une marque. Toutes les grandes marques, il leur a fallu des années pour se développer. L'Africa et l'émergence des marques, c'est assez récent encore, c'est une histoire récente. Et une chose que je dirais, c'est que la généralisation et que la mondialisation du concept de l'Afrique est sexy, mais chaque pays, comme ma sœur ici a dit, chaque pays a sa propre responsabilité de s'identifier lui-même, ses compétences clés et les marques et les images de marques qui viennent de chaque pays. Donc quand on regarde le Nigeria, quelles sont ces marques en textile, en mode, en design, en décor, etc. Donc nous, en tant qu'individus, nous devons être fiers. Nous devons nous sentir fiers de là où nous venons et de nos capacités à créer des marques spécifiquement là où nous venons, mais aussi comprendre que ça contribue à l'histoire intégrale de l'Afrique, ce qui va sur le long terme, attirer des investissements. Donc, il y a une responsabilité individuelle aussi. Donc, Madame la ministre, comment est-ce que vous avez réussi au Rwanda, pour que les individus passent du niveau micro au macro? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va falloir pour mobiliser les citoyens africains pour raconter une histoire attrayante de l'Afrique? Je crois que la première étape, c'est de comprendre l'importance dans ce monde aujourd'hui d'être pertinent à ce qui se passe. Moi, je suis arrivé à la politique en passant par... Je viens du monde des relations publiques et je sais, c'est un fait, que même la Croix-Rouge doit avoir des gens qui portent la marque. L'entreprise la plus bénigne, la plus innocente, qui est vraiment dans le caritatif, doit être pertinente et doit travailler sur sa marque. Pour l'Afrique, c'est très important, et je vais arriver au Rwanda dans une seconde, mais ce qui est important, c'est que nous devons comprendre que si nous continuons à être définis par toute une ribambelle d'experts, de spécialistes, pour la plupart d'ailleurs qui ne sont même pas du continent, nous allons faire du mal à nos investissements, ça va impacter le tourisme, et nous allons continuer d'une certaine manière, de manière subtile, nous allons contribuer à la marginalisation de l'Afrique. Donc nous devrons vraiment nous rendre compte que l'Afrique doit être présente et que l'Afrique, ce n'est pas le paradis, mais l'Afrique est un continent qui doit être là, qui doit être présent dans l'esprit des gens, qu'on doit voir aussi en tant que nation. Je ne pense pas que tout d'abord le Rwanda vraiment s'en est sorti très bien, a fait très bien jusqu'ici, mais le chemin à parcourir est encore très long. Donc nous venons de très loin, c'est sûr. Mais nous regardons encore vers l'avenir, devant là où nous allons. Nous sommes un pays avec beaucoup de jeunes et avec de grandes ambitions. Et comme Michel l'a dit, et c'est tout à fait vrai, c'est le travail qui prime. Il faut vraiment travailler dur, mais je ne crois pas que nous devions vraiment chercher à tout prix à créer une image. Ce n'est pas ça, c'est qui nous sommes en réalité qui va nous définir. C'est ce que nous sommes. C'est comme ceux d'ici dans cette salle qui connaissent le maquillage, par exemple. On ne peut pas mettre du maquillage sur un visage, sur une peau qui n'est pas propre. Donc, c'est qui nous sommes qui doit transparaître. Mais ne pas rester en arrière. Et il ne faut pas être poussé par les autres. Il faut simplement être ce que nous sommes. Jacob, vous avez publié le premier magazine panafricain qui est publié en Chine et en Afrique. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur ce que Madame la Ministre vient de dire? Est-ce que vous pensez qu'une des raisons pour laquelle la Chine a cru aussi rapidement en Afrique, c'est parce qu'ils comprennent mieux l'Afrique, les Chinois comprennent mieux l'Afrique, parce qu'à cause du message africain qui arrive en Chine? Alors, vous savez que le Premier ministre de la Chine a visité l'Afrique et il a dit 3 points importants. Il a dit que tout investissement chinois en Afrique, il faut qu'on regarde les besoins de l'Afrique. Numéro 2, il faut que l'Afrique soit d'accord avec ses investissements. Numéro 3, et ça c'est tout aussi important, c'est que l'Afrique contribue à ce donc il faut l'Afrique contribue et que l'Afrique participe à ces investissements. Donc, Michel, pour ce qui est de la participation africaine, vous
vous êtes dans le secteur privé, le Kenya, Nigeria, Botswana, ils ont des marques, ils ont des pays qui ont une image de marque. Est-ce que c'est important d'avoir ces institutions et quels sont leurs rôles et qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment rencontrer le succès? Je crois que le point de départ là, et pour revenir à certains des commentaires qu'on a entendus plus tôt, c'est tout d'abord, il faut définir vraiment quelque chose d'authentique que vous avez, quelque chose que vous savez est authentique, qui est réel et que vous allez pouvoir présenter aux gens. Je crois que le rôle des organisations non gouvernementales, c'est souvent un rôle d'organisation et de vraiment rassembler toutes les parties prenantes pour qu'ils travaillent ensemble. Je crois que là, on voit les meilleurs résultats dans le secteur commercial. Et pour avoir une image de marque de pays, il faut vraiment pouvoir avoir un certain point de vue, que ce soit un touriste, que ce soit ce qu'on lit dans les journaux, que ce soit les médias, que ce soit une expérience authentique. Il faut vraiment que ce qu'ils trouvent quand ils arrivent sur place, que ce soit vraiment en ligne avec les promesses qu'on leur a faites et ce qu'ils en ont lu. Mais si ça n'a pas l'air authentique, si les gens du pays eux-mêmes ne sentent pas que c'est vraiment quelque chose d'authentique, ça va être un échec. La Grande-Bretagne et l'Union européenne en ce moment, par exemple, c'est ce qu'on voit. Il faut que ce soit authentique et que les gens croient vraiment à ce qui se passe. Donc que ce soit authentique et que les gens croient vraiment à ce qu'ils sont, à ce qu'ils disent. Donc quelques questions dans la salle peut-être. Voilà, tout au fond là, il y a une main qui se lève. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre nom, s'il vous plaît? Donc, je m'appelle Alex Vines, je suis de Chatham House à Londres. Et la question, c'est, quelle est l'importance quelle importance a l'anticorruption et les droits humains dans la transformation de la marque Afrique? Alors, je vais prendre une autre question. Je vais prendre 2-3 questions et ensuite on y répondra. La prochaine question. À l'université Omar Bongo. Alors, moi, je n'ai pas vraiment une question en tant que telle, mais c'est juste un élément de réponse sur la transformation de la marque africaine. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le point de vue de madame qui dit que ça prend tellement de temps pour transformer la marque africaine. Moi, j'estime qu'on peut le faire en 3 moments. Comment? Premièrement, il faudrait que les marques africaines soient produites en Afrique. Il faudrait que ça se passe en Afrique, dans le continent africain. Deuxièmement, il faut développer un marché africain. Et dans ce marché, comment le développer? Il faut intégrer à l'intérieur des marques africaines des spécificités liées à chacune des cultures de chaque peuple africain. Pourquoi? Je souhaiterais que les entrepreneurs rwandais, quand ils créent des marques africaines, qu'ils intègrent dans ces marques africaines des spécificités de la culture gabonaise. Et que les entrepreneurs gabonais, quand ils créent des marques africaines, ils intègrent dans ces marques africaines des spécificités de la culture rwandaise. Ça permettrait éventuellement de créer une cohésion africaine où chacun se sentira intégré à l'intérieur, peu importe la région dans laquelle on est. Thank you so much. I think we got the essence of the question. Merci beaucoup. Nous avons le sens de la question ici, que tout doit être fait ici en Afrique. Alors, la dernière question ici, c'est laquelle? Ce sera la dernière, s'il vous plaît. Juste derrière. Good morning, everyone. This is Ms. Sanya. I'm a student in the Master's 2 Program in Finance at the Business Institute in Libreville. I wanted to make a comment on the different historical facts. I'd like to take the example of Gabon because it's my country. In the different teachings. Parler de notre propre histoire, on préfère apprendre aux enfants l'histoire de la France, la Révolution française et tout, et on oublie souvent notre propre identité. Donc ce serait bien aussi qu'on intègre dans les supports pédagogiques des faits historiques propres à notre histoire avant de toujours privilégier l'histoire des autres, en fait. Merci. Thank you so much. I think I want to wrap it up with those 3. Merci beaucoup. Je pense qu'on s'arrête au niveau de ces 3 questions. Et s'il y a d'autres questions, vous savez le sujet de l'Afrique ici, lorsque vous parlez des modèles africains, les sujets de corruption sont toujours mis en avant. Et je ne dis pas que
c'est la responsabilité du gouvernement, mais je voudrais avoir un commentaire des ministres en matière de l'importance de la gestion de ces modèles africains en matière de corruption, en termes de droits de l'homme. Moi, je pense que c'est le sens de la question qu'a posée le jeune homme ici. Je vais essayer de ne pas être très polémique ici, mais la corruption est une réalité ici sur le continent africain, mais la corruption n'est pas seulement africaine. La corruption n'est pas africaine, je dois le dire. La corruption n'existe pas qu'en Afrique. À différents niveaux, au niveau du gouvernement, au niveau des affaires et dans la société en général. Et je suis très content d'avoir cette question comme l'est posée, parce que l'idée selon laquelle c'est comme si vraiment en Afrique, nous sommes soit des victimes, ou bien nous sommes ici que des ignorants. Il y a beaucoup de gens normaux, et il y a de très bons leaders en Afrique également. Ce que nous devons savoir de notre côté, c'est mettre la lumière. Nous devons mettre la lumière sur certaines pratiques contre la corruption. Il est aussi important de l'autre côté, mais pas seulement du côté africain, mais de se rendre compte que ces notions concrètes des droits de l'homme n'est pas le privilège, n'est pas la panacée en Occident. Nous nous inspirons tous la même chose. Nous voulons de la justice et nous voulons avoir un droit de réponse en ce qui concerne la manière dont la société est gérée. Mais c'est dans ce sens-là que vraiment le modèle africain devient un peu difficile. Bon, moi je suis ministre des Affaires étrangères, je ne peux pas prendre des exemples des pays, mais je peux vous donner un certain nombre de pays où les officiels, mais pas de l'Afrique, qui sont vraiment très, très engagés dans les problèmes de production, qui abusent des droits de l'homme. Et ce n'est pas qu'en Afrique. Nous devons travailler ensemble. Et vraiment, il n'y a rien à dire. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens, du côté de notre continent. Mais cela ne sert à rien de dire simplement, d'envoyer des mots sales ou bien de salir l'Afrique, le continent africain. Non, ce n'est pas bien. Nous devons vraiment travailler. Et pour faire ce travail-là, nous devons le faire, nous avons besoin de réflexion. Mais c'est un processus sélectif où quelqu'un pays où ont des intérêts et ont des amis avec des Occidentaux, où certains abus des droits de l'homme dans l'Occident, ils taisent ces choses-là. Alors s'il y a des choses qui arrivent en Afrique, moi je ne refuse pas, mais quand c'est l'Afrique, alors on sort cela et on présente le continent africain comme un continent qui ne fait que de mauvaises choses. En tout cas, personne ne doit s'attendre à avoir quelqu'un d'autre travailler pour nous. Nous devons travailler pour nous. Je vous remercie, Madame le ministre. Et cette idée de l'histoire de l'Afrique, moi, je pense que cette question est très importante. Et c'est la première fois au Gabon, j'ai un peu lutté pour essayer de trouver des Gabonais au Gabon. Mais la dame ici, la jeune dame ici, a dit qu'il y a des écoles dans le milieu francophone. On enseigne beaucoup plus l'histoire de la France, que je crois vraiment cela diminue l'identité africaine. Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous avons des difficultés à nous exprimer à travers des produits, des biens et des services qui sont fabriqués dans nos pays? Je crois absolument. Je crois une des choses les plus importantes concernant le modèle ici et que nous devons comprendre ici, chaque pays est un modèle et que ces pays gèrent ces modèles-là. Il y a des agences et des institutions qui gèrent ces modèles. Et chaque pays est un modèle, est un ambassadeur du modèle. Alors, moi, je pense, vous pouvez être un ambassadeur du modèle.
Et nous devons avoir de l'information de notre provenance et des informations sur là où nous devons partir. Donc, comme nous avons un Chinois nigérian ici, comment vous nous dites ici, votre agence ici, si vous voulez, le Golden Gate ici, parlez-nous un peu des modèles en Afrique. Comment engagez-vous l'Afrique pour vous dire que voilà des produits africains? Moi, je parle des modèles africains. La chose la plus importante ici que chacun doit comprendre, c'est que l'Afrique est un pays, est un continent très riche, et même en matière alimentaire. Moi, j'ai parlé de Noléo. Si vous voyagez de Dubaï en Chine, vous pouvez avoir donc les Nigérians là-bas et les Nigérians, les champs nigérians, ça c'est très bien. Ce sont des modèles africains ici. Et une autre question à vous, monsieur. Est-ce que lorsque vous avez parcouru le pays du monde, alors quelles leçons devons-nous tirer, disons, pour avoir des brands africains, des modèles africains? Et ça, c'est peut-être ma contribution. Moi, je pense que c'est les produits provenant du pays, mais je vais recapituler. Et cela, il y a aussi l'histoire. On peut se dire, alors, il faut dire l'histoire de l'avenir, une nouvelle Afrique, le modèle fait par les Africains, par les gouvernements africains, disons, à travers la publicité et à travers les gouvernements. Moi, je pense que c'est à propos de l'histoire. Par le passé, les Africains n'ont pas été capables de prendre peut-être leur avenir en main, mais je pense que ça va commencer. Et en transformant le modèle africain, il y a besoin de clarification ici. Il y en aura besoin de la collaboration, il en aura besoin de consistance. Mais la chose la plus importante, c'est qu'en tant qu'Africains, nous devons raconter notre histoire. Monsieur le ministre, Jacob, Adia et Michel, vous avez été très brillants.